C'est parti pour une heure de rugby au cœur de la mêlée, notre émission du lundi sur Sud Radio, la radio du rugby. Au sommaire ce soir, le 15 de France et son petit nouveau, Alexandre Roumat, le 3e ligne toulousain, désormais international. Il sera avec nous dans quelques instants en direct. Les Bleus qui retrouvent le sourire, mais qui suscitent toujours des interrogations. On en parlera avec nos invités prestigieux, Fabien Pelouse, Johnny Beattie, l'Écossais, et puis nos consultants, Yohann Huget, Philippe Spanghero. On l'a encore vu samedi, le ping-pong rugby prolifère et ça nous ennuie. Et si c'est votre cas aussi, appelez-nous au 0826 300 300. Et puis, si vous nous appelez aussi, vous aurez un gros cadeau à gagner d'une valeur de 280 €. C'est parti pour Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous. Salut Yohann Huget. Bonsoir. On t'entend bien ou pas? Est-ce que le micro est bien ouvert? Oui, c'est ça. Philippe Spanghero va nous rejoindre dans quelques instants et on salue bien sûr Quentin Cabanis. Salut Quentin. Bonjour François, bonsoir François d'ailleurs. On va débuter avec toi d'ailleurs Quentin, parce que tu as 3 infos à nous donner, 3 infos de ce lundi qu'il faut retenir côté rugby. Je vais évidemment commencer par vous rappeler le résultat de la rencontre qui a eu lieu hier dans le tournoi à destination entre l'Irlande et l'Italie, avec le succès irlandais 36-0, ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 équipes qui ont la capacité d'effectuer le grand chelem dans ce tournoi à destination. Il s'agit de l'Irlande et de l'Angleterre. On va prendre des nouvelles des joueurs du 15 de France avec 2 joueurs qui ont signé des prolongations de contrat cette semaine. Louis Bielbiarré qui va signer jusqu'en 2027 à l'UBB et Grégory Aldrit qui prolonge pour longtemps du côté de La Rochelle un contrat qui va aller jusqu'en 2029. François, il aura 31 ans à la fin de ce contrat, Grégory Aldrit. Et puis, puisqu'on parle des internationaux, il y en a 19 qui sont protégés par le 15 de France, qui ne disputeront pas la rencontre de top 14 de ce week-end. Il s'agit de Julien Marchand, Peato Movaca, Aldeguerri, Antonio Baye. En 2e ligne, Gabriag et Woki. 3e ligne, Boudéan, Cross et Olivon. Demi de mêlée, Le Garec et Lucu. Demi d'ouverture, Jalibert. Au centre, Danti, Ficou et Moefana. Et puis à l'arrière, Bielbiarré, Penaud et Thomas Ramos. Ouais, lui, il n'est pas protégé. Il peut donc jouer avec son club dès ce week-end en top 14. C'est Alexandre Roumat, le petit nouveau du 15 de France, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. C'était donc la 49e minute samedi lorsque tu as pénétré sur la pelouse de Murrayfield. On imagine qu'il y a eu quand même un petit frisson intérieur. Ouais, forcément, un frisson assez incroyable. C'est vrai que je m'attendais pas à rentrer aussi rapidement, mais voilà, c'était une atmosphère assez incroyable. Je crois que Murrayfield par rapport à ça est juste magique. Il y avait beaucoup de Français, donc c'était un moment que j'attendais depuis quelques temps et qui a été vraiment très bon pour ma part. Yohann Huget, pour Alexandre Roumat, peut-être une petite question. Vous en souvenez-vous de cette première pour vous? Forcément, c'est marquant. Non, c'est très marquant parce que c'est un stade assez mythique et les supporters sont vraiment pas chauvin, mais il respecte, très respectueux et il laisse très bons souvenirs. Donc Alexandre, par rapport à déjà félicitations pour ta première sélection. On sait que t'as une grande histoire avec l'équipe de France, mais est-ce qu'il y a toujours le papa d'Alexandre, Olivier, a été un grand seconde ligne, un grand international fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, avec notamment une 3e place à la Coupe du Monde 95. Tout à fait. Mais je te laisse. Mais je voulais juste savoir, au-delà du terrain, je sais que le match était très serré, donc tu as très peu de temps pour apprécier l'entrée, ne serait-ce que 10 mètres. Mais est-ce que la tradition se perpétue pour les nouveaux pour l'après-match? Ouais, la tradition s'est bien perpétuée. J'ai eu un retour difficile à l'hôtel le samedi soir. Et pour la petite anecdote, je m'étais dit avant le match le matin que ça pouvait être drôle de mettre un kilt en hommage à nos Écossais si voilà, on avait une issue favorable à la fin du match et pour ma première. Et il se trouve que notre entraîneur des avants, William Servat, s'est gentiment joué en moi pour porter le kilt durant toute la soirée. Donc en plus de m'être fait un peu arrosé, on va dire, pour utiliser le terme, secoué, voilà, j'avais un kilt pour la soirée, donc c'était assez sympa. La classe. On aura des vidéos ou des photos, bien sûr, non? Ouais. Alors après, moi j'étais pas trop dans un état d'utiliser mon téléphone, mais tu demanderas à toutes les personnes que tu connais dans le groupe s'ils ont des photos
je pense qu'il doit y en avoir, ouais. Ouais. Le fait d'évoluer en deuxième ligne, Alexandre, puisque tu es rentré à un poste qui n'est pas le tien, voilà, tu es troisième ligne. Est-ce que ça a un peu perturbé ou pas, ou pas perturbé, mais en tout cas entaché un peu le plaisir, parce que c'est pas évident, j'imagine. Non, entacher le plaisir, sûrement pas. Je crois que ce genre d'opportunité, quand elle se présente face à toi, on m'aurait dit t'attaques à l'aile, même si je vais pas très vite, je pense que j'y serais allé en courant, mais non. Sur les ballons hauts, ça peut être pas mal, Alexandre, à l'aile. Ouais, non, mais tout ça pour dire que c'est vrai que quand le staff est venu me voir assez tôt en début de semaine, ça m'a surpris. C'est pas quelque chose auquel je m'étais forcément préparé, mais après directement j'ai tourné à ce poste durant la semaine, notamment par rapport à la phase de mêlée, qui est, on va dire, le grand changement ou le changement par rapport aux autres tâches du troisième ligne. Et puis après, ça s'est fait assez naturellement et j'ai essayé juste de jouer comme je joue d'habitude, peu importe entre guillemets le numéro que j'avais dans le dos. Et voilà, et d'essayer d'aider au maximum mon pilier gauche quand je suis rentré. Voilà, parce que c'était à gauche numéro 4. Au numéro 4, voilà. Ton père, c'était plutôt le numéro 5. C'est quand même un beau clin d'œil d'évoluer en deuxième ligne pour sa première quand on est le fils d'un ancien grand deuxième ligne. C'était fait exprès, je pense. Hein. Ouais, c'est Fabien qui a fait un petit clin d'œil à ton papa. Ouais, sans doute, faudra lui demander, mais oui, encore une fois, pour la petite anecdote, quand papa est rentré, sa première sélection, il l'a fait comme adolescent, il n'est pas rentré. La deuxième, quand il rentre, il portait aussi le numéro 20 et en deuxième ligne. Donc voilà, si on peut y voir un petit signe, c'est sûr. Parce que tu me contredis si jamais je dis des bêtises, mais il me semble que tu n'avais jamais joué au poste de deuxième ligne. En tout cas, tu n'as jamais démarré un match en deuxième ligne en top 14, on est d'accord? Non, j'avais juste dépanné sur des fins de match ou sur des périodes où il y a des cartons jaunes pendant le match. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais, du moins en professionnel, jamais fait, ouais. Et normalement, on pensait tous que ça allait être plutôt Charles Olivon qui allait occuper ce poste, parce que ça lui était déjà arrivé. Mais on t'a découvert là, voilà, où tu étais sur cette dernière action, cet essai qui n'a pas été accordé aux Écossais. Voilà, on a vu la chaussure de Moefana, la main de Tulagi. Où tu étais? Il me semble que sur un ou deux racks avant, j'étais dans la zone de plaquage et je me relève pour circuler dans le sens, et au moment où je dépasse, on va dire, le rack, c'est le moment où ils aplatissent, et je t'avoue que sur le moment, je pensais qu'on avait perdu parce qu'il avait, entre guillemets, traversé l'embut. Après, est-ce qu'il y avait la main d'un des Français, ça je sais pas, et ça vous êtes mieux placé pour le juger, mais voilà, donc j'étais acteur, mais sur cette phase précise, plutôt spectateur. Philippe Spanghero est avec nous. Salut Philippe. Peut-être une petite question pour Alexandre, voilà, qui a vécu ses premières heures en bleu ce week-end. Ah, on n'entend pas bien. Non, pas de question, mais juste des félicitations parce que... Vous m'entendez bien là? Ouais, si, c'est bon. Allô? C'est bon? Oui, donc pas de questions, mais des félicitations, parce que c'est vrai que on voit particulièrement au stade en ce moment beaucoup de fils d'eux, comme on dit. Et c'est vrai que malgré tout, je lisais une info intéressante, c'est le 17e Alexandre fils d'eux à porter le maillot de l'équipe de France, malgré tous ceux qui jouent aujourd'hui au plus haut niveau. Et c'est dire la performance. Et puis même si on a été critique en tant qu'observateur sur quelques sujets par rapport à la prestation, ben ça reste une deuxième victoire en Écosse en 10 ans, malgré des générations qui se sont succédées avec beaucoup de talent. Donc il faut saluer la performance pour une première sélection. Je pense que c'est quand même un beau souvenir. Ouais, clairement, ouais. Les critiques, Alexandre, tu les comprends? Les critiques un peu sur le... Bon, il y a la victoire, elle est belle et puis elle est importante dans ce contexte, mais sur le jeu et sur un peu les difficultés actuelles et le manque un peu d'animation offensive, est-ce que tu les comprends? De toute manière, peu importe ce qui se passe dans n'importe quelle équipe, il y aura toujours des critiques et des jugements. Donc, pour être honnête, j'ai pas revu en détail le match. Donc, c'est vrai que de l'extérieur, c'était pas forcément le match où l'équipe de France a le plus joué, ça c'est sûr. Après, je crois qu'au vu du contexte assez compliqué qu'il y avait suite à la défaite face à l'Irlande, le seul objectif était
coûte que coûte de gagner. Donc moi j'arrive là, ma première sélection, je vis un moment incroyable, je gagne. J'ai envie de vous dire, je retiens uniquement le souvenir, le moment et la victoire. Et je pense que voilà, il y aura d'autres matchs pour que l'équipe de France exprime au maximum son talent et entre guillemets moins des critiques de l'extérieur. Johan. Non, mais il a raison Alexandre, c'est que c'est sa première sélection, il est focalisé un peu sur lui, il faut qu'il soit un peu égoïste et qu'il prenne ça, qu'il croque ce tournoi parce qu'il va faire le tournoi et j'espère qu'il va le finir. Et les critiques, elles sont pas envers lui, et lui il démarre, il commence à mettre un pied maintenant dans cette machine internationale, il voit comment ça se passe au niveau des médias et il faut qu'il ait beaucoup de recul et surtout c'est aux autres à protéger les nouveaux qui rentrent comme Alexandre et Nous le kilt, c'est bien entendu. Mais en tout cas, juste profite de ces moments-là un peu comme un nouveau-né et prends tout ce qu'il y a à apprendre. Après, les critiques, ça fait partie du jeu quand on joue en équipe de France et il faut relativiser. Maintenant, il faut se mettre vite au diapason parce que sinon ça peut gâcher des bons moments comme une victoire, même si elle est rare, mais il faut l'apprécier quand même. Juste Alexandre, est-ce que tu as senti quand même une différence de rythme entre sur la demi-heure que tu as joué, 35 minutes puisque ça a été. On l'a vu, il était oxy au bout de 10 minutes. Non, est-ce qu'il y a une vraie différence parce que tu joues au plus haut niveau avec le Stade Toulousain qui a roulé sur tout le monde en Champions Cup dernièrement. Est-ce que tu as senti réellement une différence? Ouais, clairement, ouais. Il y a une sur la période où je suis entré, il y a une différence. Je crois que la principale différence, alors après, c'est dur de comparer le Stade Toulousain parce qu'on joue aussi d'une manière différente, mais je crois que je suis rentré sur une ou deux mêlées qui ont été refaites et après il y a une séquence assez longue entre jeu au pied, 2-3 temps de jeu, ça retaper, enfin. Et je trouve que là où il y a une énorme différence, notamment par rapport au championnat, c'est cette capacité au niveau international, c'est d'enchaîner les tâches entre guillemets ingrates et le faire longtemps et le plus possible. Et c'est vraiment ça la grosse différence. On va dire que tu as 2-3 ballons pour t'exprimer, sauf les charnières par exemple, mais t'as peu d'actions, on va dire, où tu peux briller, mais tout ce que tu dois faire, tu dois le faire parfaitement à haute intensité. La moindre erreur, tu la payes cher, à l'image de ce dernier ballon qui peut nous coûter cher, alors que je crois que sur les dernières séquences défensives, on était plutôt en place et on aurait dû les contenir sur les 50 et garder récupérer le ballon et finir le match sur ça, quoi. C'est vrai. Bon, alors on te souhaite un bon tournoi, Alexandre. Oui, parce que quand on y a goûté, on veut y rester. Ouais, forcément. Cette semaine, comme vous avez pu le dire, je serai à disposition du club et j'espère dès dimanche soir pouvoir revenir dans le groupe et essayer de continuer ma petite histoire. Ouais, cette petite histoire qui est amplement méritée. On est très content et vraiment c'est sincère parce que c'est un joueur exceptionnel quand même, Alexandre. Enfin, un profil, une dextérité ballon en main, une agilité qui, pour son gabarit, est assez rare. Et donc que le talent soit récompensé au plus haut niveau, nous ne pouvons que nous en réjouir. Merci Alexandre Roumat d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio ce soir pour Au cœur de la mêlée, le magazine qui parle rugby. On va prolonger bien sûr ce débat autour du 15 de France avec vous les auditeurs au 0826 300 300. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, il y a un jeu ce soir. On peut vous faire gagner un énorme cadeau. Oui, parce que le pack collection Gueule du rugby édition 2023 qui comprend les 4 tomes d'une valeur de 280 € est à gagner ce soir. Il faut pour cela appeler le 0826 300 300. Et à tout de suite. On se retrouve dans un instant avec un certain Fabien Pelous, qui sera avec nous. Pelous, qui sera avec nous en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Au cœur de la mêlée, dans votre voiture, sur sudradio.fr, bien sûr en DAB+, et sur l'appli Sud Radio, sur votre smartphone. Fabien Pelous est avec nous. Il est aux côtés de Johan Huget, de Philippe Spanghero, et bien sûr de vous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus pour venir discuter avec nos invités, nos experts qui sont là pour vous éclairer. Fabien Pelous est avec nous. On rappelle quand même qui est Fabien Pelous. 118 sélections en équipe de France, 4 grands chelems, bien sûr 3 Brennus avec Toulouse, 2 Champions Cup. Je n'ai rien oublié. Fabien, bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir à tous. Non, je crois que on est pas mal. J'ai pas dit la coupe latine, mais bon, c'est pas très grave ça. Il a pas fait de grand chelem. C'est important. Si, j'ai dit 4. J'ai aussi gagné avec Saverdun contre Pamiers, mais non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible, ça Fabien. Ah oui, voilà, ça c'est effectivement un petit clin d'œil à Johan. On va écouter un petit sonore pour commencer, puisqu'on parle du 15 de France tous ensemble. Honnêtement, le contenu, quand vous gagnez en Écosse avec 4 points d'écart, pour moi ça me va. À ce niveau-là, vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment, ça me va. Je trouve que c'est parfait. Le contenu est parfait. Depuis 4 ans, je vous dis, on n'est pas là pour faire des démonstrations. On est là pour représenter et pour gagner les matchs et pour être le plus fort possible. Est-ce que ça vous va, vous, Fabien Pelouse? On va poser direct. Est-ce que cette victoire 20-16 au bout du bout sur le fil en Écosse, est-ce que ça vous va? Bon, franchement, en termes d'émotion, ça me va pas trop quand même, parce que cette équipe, elle nous a habitués à faire, à nous procurer beaucoup d'émotions aussi par le jeu qu'elle pratique. Et puis là, on sent qu'elle est pas vraiment en place. On a l'impression, en fait, ou en tout cas, on avait peut-être une fausse idée de continuité par rapport justement à ces 4 dernières années. Et je crois qu'on est plus dans une reconstruction que dans une continuité. Alors pour différents facteurs, certainement, le changement de staff, un petit peu une autre phase, je pense aussi, qu'ont entamé les joueurs par rapport à cette équipe de France. Voilà, tout un tas de raisons qui font que on a cette impression-là quand même de reconstruction. Johan Huget, en rebond pour l'homme de Saverdun, vous l'homme de Pamiers. Non mais je vais continuer sur ce que dit Fabien, c'est exactement ça, on a l'impression qu'ils sont en reconstruction, on l'avait dit la semaine dernière avec un nouveau staff. Il faut s'approprier ce nouveau coaching aussi de Laurent Sampéré qui arrive avec la touche. On a connu pas mal de difficultés sur les 2 derniers matchs. Donc il faut que les joueurs s'approprient un peu tout ça, avec des blessures aussi à aménager. Mais ce qui est dérangeant, c'est la communication où on a l'impression que l'amour entre les supporters et l'équipe de France est en train de prendre beaucoup de distance, alors qu'ils ont réussi à nous réunir pendant 4 ans et à nous unir derrière cette équipe. Et depuis 2 matchs, c'est un peu l'effet inverse. Philippe Songuero, vous êtes d'accord ça avec Johan? Ça se distance, ce lien entre supporters et 15 de France? Ça capte pas trop dans les langues. Je crois que l'affection pour les joueurs n'est pas encore entachée. Par contre, c'est vrai que la communication de Fabien Galtier, elle cristallise beaucoup de choses et elle peut desservir les joueurs et l'affection que les supporters peuvent avoir pour les joueurs, et ça, ce serait dommage. Le problème de Fabien Galtier depuis sa communication, pour moi, ratée le diagnostic de l'échec en quart de finale de Coupe du Monde, ça fait que on croit plus du tout en ces mots, et on a quand même besoin de croire en ce que dit le sélectionneur de l'équipe nationale. Et je peux pas croire que Fabien soit satisfait du contenu. Alors on avait besoin de la victoire et c'est important de s'arrêter dessus. Mais là, cette communication, encore une fois, c'est une sortie un peu ratée. Et je trouve qu'aujourd'hui, en effet, moi j'ai été frappé au match d'ouverture de la Coupe du Monde contre les Blacks. Il y a eu une ovation pour Fabien Galtier. J'ai trouvé ça hallucinant. J'ai vu l'affection du public pour lui. Et puis ça s'est délité tout ça. Et aujourd'hui, ça pourrait impacter les joueurs si on retrouve pas une communication, pour moi, beaucoup plus franche et saine. Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Fabien Pelouse, justement, voilà, cette communication, elle est effectivement problématique selon toi? Elle est jamais problématique quand on gagne et quand on a de l'émotion. Elle est problématique quand on reste un petit peu sur notre fin. Ouais, effectivement, je crois que voilà, on va appeler un chat un chat. On s'est pas régalé samedi en regardant l'équipe de France. On a fait des fautes de main, etc. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut pas être non plus trop inquiet par rapport à ça. On va jouer l'Italie dans 15 jours. Ça va être peut-être un match un peu plus simple à aborder. Et puis cette équipe de France-là, elle va progresser, notamment sur la conquête en touche et les lancements de jeu. C'est vrai que Johan le précisait, mais c'est les 2 secteurs où on a changé finalement les entraîneurs, et c'est les 2 secteurs qui font un peu défaut. Donc je pense que voilà, il faut laisser un peu de temps, et par rapport à Fabien, Fabien
il est un peu perché de temps en temps, donc je crois que voilà, il a fait une sortie peut-être un peu perché, mais je pense qu'ils avaient, en tout cas, ce qui m'a marqué un petit peu samedi, c'est qu'ils étaient très très contents de la victoire. Je pense qu'ils ont eu, que ce soit le staff ou les joueurs, je pense qu'ils s'étaient mis aussi pas mal de pression par rapport à ce match et au fait de gagner, parce que finalement, quand on y pense quand même, si l'arbitre accorde l'essai, on fait exactement le même match, mais on est déçu. Et alors on peut pas. On est en crise parce que finalement le contenu est satisfaisant dans la mesure où on aurait pu tout aussi bien perdre ce match-là en ayant exactement le même contenu de la première à la 90e minute. Vous l'auriez accordé, vous, Fabien, parce que je sais que vous êtes un bon arbitre vidéo. Franchement, il y a une image qui montre, pour moi, clairement qu'il n'y a pas essai, une image qui montre clairement qu'il y a essai. Et donc, quand on a ce dilemme-là, je pense qu'on lance la pièce en l'air, ça dure 4 minutes, et à un moment, l'arbitre vidéo dit on va rester sur ta décision de terrain. Voilà, je crois que ça, c'est pas plus bête que ça, en fait. Ouais, c'est effectivement ce qui s'est passé. William nous appelle de Brive au 0826 300 300. Bonsoir, William. Oui, bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, William, supporter, connaisseur de rugby, mais de ce 15 de France-là, voilà, et notamment sur le contenu? Alors, sur le contenu, il n'est pas surprenant, puisqu'on avait une équipe qui allait en Écosse pour se rassurer. On sait que c'est vrai, quand on donne se rassurer, on parle beaucoup d'occupation, de défense et de conquête. Alors bon, la conquête, vous avez déjà levé la problématique, mais pour rebondir un petit peu sur ce que dit Fabien Galtier, je trouve terrible son analyse. Alors même si on sait qu'il est toujours un petit peu provoque et c'est peut-être pas ce qu'il pense forcément, mais voilà, si on se satisfait simplement de cette victoire et surtout si le bilan doit être le pré-bilan du début du tournoi doit être fait par rapport au ratio victoire-défaite, c'est-à-dire qu'il est plutôt négatif avec une grosse défaite à domicile et une victoire où les choses se passent très très bien sur la fin pour nous. Donc non, ni inquiétant ni rassurant. Une victoire qui nous permet d'être toujours aussi en vie dans le tournoi. Bon, William, je sais que vous êtes un passionné de rugby. Vous l'avez dit à Aude au standard au 0826 300 300. Tiens, combien d'essais a inscrit Fabien Pelouse dans sa carrière internationale? Pas avec Saverdun. Avec Saverdun, ça compte pas. D'accord. Pas les juniors de junior B de Groyer, on prend pas en compte. Je dirais bien 9, non? Voilà. Est-ce que Fabien, tu connais bien ton palmarès? J'en ai aucune idée. 9, 8, 9 même. En 8, il a dû en marquer déjà. Johan, tu sais toi? Moi, connaissant Fabien, avec les peu de souvenirs, je dirais 12. 12. Philippe Spanghero? Ouais, une dizaine. Eh ben c'est William qui était le plus près. Fabien était le pire des réponses, de son propre bilan d'essai, mais c'est 8 essais avec l'équipe de France. Et le dernier, écoutez-le, c'était en 2003. 5 mètres de la ligne d'essai des Japonais se regroupant, favorable à l'équipe de France. Pelouse. On avance, on y va peut-être, côté français. Galtier, Pelouse. Oui, enfin, Pelouse, essai de Pelouse. Essai de Pelouse, le 3e essai d'équipe de France. Il vient toujours dans les bordures. Après chaque contact, on joue très près des phases de combat. Et ça nous a amené en tout cas 3 essais pour l'instant. Qui fait du bien cet essai côté français. Ouais, voilà, Thierry Lacroix, Pierre Salviac, dernier essai en 2003, alors que vous avez joué jusqu'en 2007 quand même, Fabien. Ouais, c'est ça. Alors, je pensais que ça allait être encore un essai en débordement, certainement, et non, après, a priori, c'est horreur. Ça, c'est pour Johan, les essais en débordement, voilà. Chacun son style, en fait, chacun son style. Après, il faut souligner quand même que premier essai dès la première sélection. Oui, mais après j'ai attendu longtemps pour en marquer un second. Juste un petit mot quand même sur les débuts d'Alexandre Omat. Il était avec nous en début d'émission et il a débuté en deuxième ligne. T'as la pensée quoi, Fabien?
Ouais, comme à l'image de ce qu'a apporté le banc, hein, ils ont apporté de la fraîcheur, de l'intensité, et Alexandre Roumat, de toute façon, c'est un bon joueur de rugby. Qu'on le mette sur le terrain, seconde ligne, troisième ligne centre, troisième ligne aile, il va apporter ce qu'il sait faire, c'est-à-dire une bonne lecture du jeu, et notamment sur la touche, où il peut être un point d'ancrage important aussi. Donc moi je me fais pas de soucis quand il rentre sur le terrain. Parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby. Donc moi j'en ai pensé que du bien. On partage adoubé, effectivement, adoubé par le recordman de sélection en équipe de France qui connaît un petit peu le poste. Voilà, même si c'était un poste inhabituel pour lui, Alexandre, avec le 15 de France et les Bleus. William. Fabien aussi a joué troisième ligne. Oui, c'est vrai. Il a même débuté. Et je crois que tu as débuté en numéro 8. Fabien, on est d'accord, hein? Ah oui, mais j'ai même débuté une finale de Coupe du Monde de numéro 8, donc c'était pas anecdotique. C'était un petit match. Ouais, c'était un petit match. Ouais. Voilà. en 99, on s'en souvient, mais c'est pas le meilleur souvenir de ta carrière qui compte quand même, comme je le disais, plusieurs titres à ton palmarès. Fabien, on va te remercier d'avoir été avec nous en direct. On remercie également William d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Dans un instant, on va parler de cette défaite des Écossais, enfin comment elle a été vécue par les Écossais, avec Johnny Beattie qui sera avec nous, c'est le plus écossais le plus français des Écossais, on est d'accord, hein, ancien joueur de Bayonne, de Castres, de Montpellier, un frère d'armes de Philippe Spanghero. Tout à fait. et qui va parler avec nous justement de ce match vu du côté écossais, bien sûr. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300. Il y a un gros cadeau à gagner, le pack Gueule du rugby, 4 tomes d'une valeur de 280 €. Voilà, c'est l'édition 2023 portrait. Il y a notamment Fabien Pelous, Didier Codorniou en couverture du tome 1, Jean-François Tordeau en couverture du tome 2, Sébastien Chabal en couverture du tome 3 et Serge Blanco en couverture du tome 4. Voilà, on se retrouve bien sûr, puisqu'on parlait du numéro 8, ce sera le 8e appel, qui aura droit à ce beau cadeau offert par Sud Radio, Gueule du rugby, le pack, je crois que ça pèse 16 kilos, c'est pour vous dire, c'est du solide. Merci Fabien d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée, vous êtes bienvenus pour parler rugby avec nous comme chaque lundi. Yoann Huget est là, Philippe Spanghero également. 0826 300 300 pour discuter, pour débattre et avoir également les dernières infos, les 3 dernières infos de ce lundi avec Quentin. Ça brûle un petit peu, François, sur la planète rugby, avec Florian Grill qui, dans une lettre ouverte, s'en prend à 4 membres de l'opposition: Bernard Laporte, Guillaume Guirado, Mourad Boudjelal et Marie-Pierre Pagès, avec un chapitre dédié notamment à chaque personne. Autre nouvelle, elle concerne les joueurs du 15 de France, Louis Bielbiarré et Grégory Aldrit. Les 2 joueurs ont prolongé avec leur club, le Bordelais jusqu'en 2027 à l'UBB, donc Louis Bielbiarré, et puis Grégory Aldrit, le Rochelet, jusqu'en 2029 à La Rochelle. Et puis il y a des joueurs qui bougent également en top 14. C'est le cas de Christopher Tolofua qui prend le chemin du MHR. Toulon voulait pourtant le garder, mais il a fait part de son envie de partir du côté du MHR et il arrive à Montpellier avec effet immédiat. Christopher Tolofua, 30 ans, et donc nouveau joueur du MHR. Oui, le MHR que connaît bien notre invité écossais qui a 38 ans, 38 sélections avec l'équipe d'Écosse de 2006 à 2015. C'est Johnny Beattie. Salut Johnny, merci d'être avec nous. Bonsoir François, bonsoir à tous. Bon, je disais, t'es le plus français des Écossais, t'es d'accord avec ça? Ça passe, c'est peut-être vert. Voilà, ça fait quoi, 10 ans maintenant que t'es installé en France? Mais 2012, donc presque 12 ans, maintenant avec nos passeports, les enfants qui sont nés ici, donc on est bien installés, on va dire. Voilà, et en plus ce français qui est quand même magnifique, et voilà, on n'entend quasiment pas d'accent écossais. Yoann Huget est avec moi, Philippe Spanghero également à nos côtés pour discuter de ce match. Voilà, on va se replonger dans cette ambiance de fin de match du côté de Murrayfield. Écoutez, c'était en direct sur Sud Radio avec Joseph Ruiz et Daniel Herrero. Oh que c'est long, oh que le doute est lourd. Dernier mot échangé entre Charles Livon. Fin du match, pas essai, victoire de l'équipe de France ici à Murrayfield, où qu'elle est importante et que ce fut dur. Que ce fut dur, effectivement. Est-ce que ça a été encore plus dur quand on a écossé, Johnny? C'était pas facile à digérer. J'ai commenté le match pour le BBC. On avait Nigel Owens avec nous. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui peut expliquer bien les règles aussi.
Et c'est compliqué, ça fait mal, le manière, en fait. Nigel Owens, l'ancien numéro 1 des arbitres, bien sûr, qui avait arbitré encore la finale en 2019, qui lui a dit qu'il y avait essai. On est d'accord, Johnny, hein? Mais en fait, il expliquait que c'est l'échange entre les arbitres qui fait mal à cette équipe d'Écosse, parce que quand on demande est-ce qu'il y a une raison de changer cette décision sur le terrain, on peut simplement aujourd'hui demander s'il y a essai, oui ou non. Donc en fait, c'est la complexité de la langue et les questions posées qui fait que voilà, c'est pas accordé l'essai et ils ont resté sur la décision de terrain. Donc c'est dommage que ça se terminait comme ça. Et c'est là où on voit le visage de Gregor Townsend et tous les Écossais dans le stade et même quelques Français quand même qui étaient choqués que c'était pas accordé. Donc voilà, ça faisait très très mal de finir et de perdre comme ça. Johan. Oui, après on peut revenir sur cette dernière action. Est-ce qu'il y a essai, il n'y a pas essai? C'est sûr que ça fait mal pour les Écossais que ça se termine comme ça alors qu'ils ont dominé et quasiment mené tout le match. Maintenant, est-ce que tu penses que le problème pour les Écossais, c'est d'avoir arrêté de jouer dès la 60e minute? J'ai l'impression qu'ils sont rentrés dans cette phase d'occupation qui leur correspond pas. Ils aiment bien tenir le ballon, ils aiment bien provoquer les choses et on a senti cette équipe écossaise dès qu'ils menaient à la 60e mettre un peu on va dire lever le pied. Johnny? Oh, comment? Ça a coupé. Ah, ça a coupé. Voilà. Je te disais, Johnny, c'est que j'avais l'impression que cette équipe écossaise, si on enlève ces dernières actions, c'est une équipe qui joue, qui aime porter le ballon, et je pensais qu'elle allait mettre plus en difficulté cette équipe de France. Et à la 60e minute, ils ont quasiment arrêté de jouer. Oui, mais ça, ni un ou l'autre a super bien joué ou dominé ce match, pour moi. Ça, on regarde. En plus, on avait un mec de plus. Quand Antonio il prend son jaune, nous on prend la mêlée. C'était compliqué. On a dû prendre les 3 points et avancer. Peut-être le match là, c'est gagné. Mais ça, cette équipe de France quand même a beaucoup changé. Il manque peut-être encore 6 ou 7 mecs titulaires. Les touches, c'est clair que c'est très compliqué, mais on n'avait pas envie ou on n'avait pas les moyens pour dominer ou mettre un pied sur la gorge de cette équipe de France et gagner ce match, tuer ce match. Donc oui, peut-être la manière de jouer le ping-pong avec la loi Dupont, c'était pas idéal, mais quand même c'était compliqué. On n'a pas joué beaucoup pendant le premier mi-temps non plus. Hein. C'était que des jeux au pied, sortir de notre camp, d'être propre. Vous mettre de chez pression de chez vous et vous demander de courir de partout. Donc c'était ça le plan de jeu. D'accord. Ça nous a bien servi pendant le premier mi-temps et puis c'était à vous de gagner ou de faire quelque chose miraculeux au deuxième mi-temps. Nous on joue à l'extérieur, c'est pas nous à faire le jeu, Johnny, quand même. On peut pas faire le jeu partout. On peut pas faire le jeu en France et à l'extérieur. Ouais, mais chez nous, quand il pleut, les cordes, les Écossais, on est habitués. Voilà, c'était pas tout le plan de jeu. C'était pour vous de jouer de loin et ça a bien marché pendant 65 minutes et puis ça craquait à la fin. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est un peu comme le Pays de Galles la semaine auparavant. Hein. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être des vieux démons qui reviennent pour les Écossais. Les deuxièmes mi-temps sont souvent difficiles quand même pour les Écossais. Hein, le coaching est souvent difficile. Philippe Spanghero, une question pour Johnny Beattie qui est avec nous, ancien international écossais. Ouais, salut Johnny. Alors non, pas de question, mais c'est une analyse pour rebondir. Je pense qu'on s'attarde beaucoup sur cette dernière action et c'est normal, mais c'est vrai que les Écossais, j'ai l'impression que le match, ils le perdent pas, mais ils se le sabordent dès la première période parce que c'est vrai que c'est là que l'équipe de France est le plus en souffrance. On perd, je crois, 3 ou 4 ballons sur nos lancers. Et là, on est très dominé en termes de possession, d'occupation, mais à l'image là de ce dernier choix de la mêlée à la place des points, il y a quand même une incapacité écossaise à concrétiser les temps forts. Et ça, après, ça laisse la France en vie à 6 points. Et puis, il y a cette dernière action, enfin, l'essai de Bielbarré, puis cette dernière action qui pose question. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette équipe d'Écosse manquant de caractère tueur. Je pensais qu'après ce succès au Pays de Galles, on aurait plus de conviction. Je sais pas si, parce que quand Fabien Galtier dit, on sait quel est le niveau de cette équipe d'Écosse, d'un air de dire que voilà, la France a battu une grande équipe. Je me pose la question de ton point de vue, quel était le niveau de cette équipe d'Écosse samedi à Murrayfield? Je crois que c'était notre match, hein. C'est notre contexte. Le match à Cardiff, on attaquait de partout. Les deux équipes là, vraiment, c'était un match compliqué avec des conditions difficiles à gérer.
Donc c'est un jeu minimaliste. On peut pas dire autre chose. Pour l'équipe d'Écosse, c'est un jeu minimaliste, un jeu de territoire, tout simplement. Et je suis assez d'accord avec vous deux que voilà, c'est clair que nous on a peut-être un déficit de puissance physique. Et quand on tient le ballon, par exemple, dans les 22 d'adversaires, on a du mal à concrétiser et marquer, tout simplement. On voit que contre les Antonio, les Aldrit, les Tractors, on n'a peut-être pas ces mecs-là. Donc, je suis d'accord que voilà, c'était une grosse équipe, mais je pense qu'on n'a pas vu une grosse équipe de France ni une grosse équipe d'Écosse samedi. C'était un match de bas niveau, on va dire. C'était un match effectivement de bas niveau. C'est dur, mais c'est pas complètement faux, effectivement. Rodolphe nous appelle de Clermont. On va lui donner la parole juste un instant. Petite question avant à Johnny sur la réaction quand même de la presse écossaise, parce que nous, les Français, quand on s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud d'un point, on a crié au scandale pour l'arbitrage. Est-ce que voilà, le flegme et le fair play écossais, disons, n'a pas duré ou a volé en éclats après le scénario de samedi? C'était clair qu'on écoutait Finn Russell à la fin. Je dis que voilà, si on était tueur, on n'est jamais dans ce scénario-là et voilà, là on le paye cash, mais enfin, on revient sur le même ton. En fait, si on était mieux nous pendant les 80, cette dernière action, ça compte pour rien. C'est compliqué et c'est très dur d'encaisser un essai ou de pas avoir un essai accordé comme ça, et de perdre un match comme ça, mais c'est les règles, malheureusement, c'est un centimètre près, on perd comme ça, c'est dégoûtant, mais ça y est, on a l'habitude. En plus, donc, on va pas se mentir, c'est dur, mais des fois c'est très très dur d'être un joueur ou un supporter de cette équipe. Ouais, c'est d'autant qu'elle est quand même toujours. Elle avait fait une belle première mi-temps. Elle produit quand même toujours du jeu. Elle a quand même Finn Russell qui essaye de nous mettre un peu de magie dans ce jeu. Rodolphe est avec nous. Il est appelé au 0826 300 300 au cœur de la mêlée. Bonsoir Rodolphe. Je crois que vous nous appelez de Clermont. C'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous de cette victoire? Ils se sont fait voler ou pas les Écossais? Parce que nous, bon, souvent on dit du mal des arbitres, mais est-ce qu'ils se sont fait voler? Bon, alors très honnêtement, vu depuis mon canapé, je pense que j'aurais accordé l'essai. Je m'attendais pas à ce que la décision elle soit en notre faveur. Après, il faut quand même, je souligne le flegme de quand même Finn Russell à la fin qui met pas tout sur le dos de l'arbitre, qui explique que son équipe a pas joué le match qu'elle aurait dû, qu'ils auraient pu être dans une situation tout à fait différente à 80e. Et ce que disait Johnny tout à l'heure, que ça a été un match de bas niveau, je le partage assez parce qu'on a une équipe de France qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a toujours les symptômes qu'elle a eu la semaine d'avant et qui, à mon avis, elle aura jusqu'à la fin du tournoi. Et en face d'elle, on a une équipe d'Écosse qui a pas joué son jeu, qui a été à contre-courant de sa philosophie habituelle, qui s'est débarrassée du ballon, alors que sur les 2 dernières rencontres qu'elle avait jouées face à nous, elle nous avait énormément mis en difficulté en déplaçant la balle et on se retrouve dans une situation où ils perdent. On parle d'ailleurs depuis tout à l'heure que des Écossais, ils perdent presque le match eux-mêmes, quoi. Comment vous expliquez le peu d'ambition des Français dans le jeu, vous, vu de votre canapé à Clermont? Je l'explique par le fait que je pense qu'on n'en a pas assez parlé peut-être avant cette rencontre ou même avant la rencontre de l'Irlande, c'est qu'aujourd'hui, ce 15 de France qu'on est en train de voir pendant le tournoi Destination 2024, c'est pas le 15 de France qu'on a vu il y a 6 mois, qui préparait une compétition à domicile avec énormément de confiance. Aujourd'hui, on a un 15 de France qui fait face à des enjeux totalement différents, c'est-à-dire que quand il y a 4 ans, Fabien Galtier avait été appelé pour reconstruire un 15 de France qui n'était pas le sien. Aujourd'hui, il a l'enjeu de régénérer un 15 de France qui a été le sien pendant 4 ans. Et aujourd'hui, je pense que c'est un 15 de France qui a encore des doutes, qui a des joueurs sur le terrain qui sont peut-être pas remis encore de la défaite face à l'Afrique du Sud, un staff qui a changé. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont énormément apporté et qu'on a vu ce week-end, c'est des joueurs qui intègrent cet effectif-là, des gamins comme Le Garec ou Tuilagi, qui font une super rentrée et qui, eux, régénèrent un petit peu ce 15 de France. Johan, on va rebondir sur les propos de Rodolphe, mais je vais vous poser la question à tous les 4, Johnny, Philippe Spanghero, Johan et vous, Rodolphe. Faut-il faire des changements dans ce 15 de France pour le prochain match dans 15 jours face à l'Italie, pour essayer de voir plus de jeux?
Non, c'est pas un changement qu'on verra plus de jeu. Je me lance, mais il y aura pas. Je pense que, à part le changement peut-être à la mêlée, mais je vois pas d'autres changements que peut faire. Vous mettriez Le Garec à la place de Lucu. Sur ce qu'il apporte sur les 2 dernières sorties, normalement oui. Mais après, il faut rester avec cette charnière bordelaise et qui s'entendent bien. Ils ont l'habitude de fonctionner ensemble. Donc pour moi, je ne verrai pas de changement parce que c'est une équipe qui a gagné. Donc c'est difficile de changer quelque chose sur une équipe qui gagne à l'extérieur et en Écosse. Alors des changements, oui. C'est Philippe qui dit oui ou c'est Johnny ? C'est Johnny, non ? Ouais, j'ai dit oui aussi. Alors, Johnny Beattie. Je crois que déjà, il faut un peu de patience parce que il y a beaucoup de changements derrière aussi. Quand on voit que avec Saint-Péret, il y a un nouveau système de touches, les annonces, tout a changé. Il n'y a pas encore les automatismes. Donc, je pense pour les mecs, quand on parle de l'UQ de 3/4, c'est compliqué en fait sans le ballon, si on est franc. En plus, le contexte suite à ce Coupe du Monde, les autres mecs, les Irlandais, les Écossais, quand c'est géré par nos fédérations, on a un peu de repos quand même. Ici, les Français, ils ont enchaîné un minimum de 10 matchs chacun depuis, avec des séquelles physiques et mentales depuis ce Coupe du Monde. Donc, peut-être les changements pour voir quelques postes, mais je pense que déjà derrière, il y a des trucs qui changent, qui bougent, et c'est pas facile non plus pour l'équipe de France. Donc, pour moi, non, pas des grands changements, j'ai pas tendance à tourner énormément cet effectif qui, depuis 4 ans, est très performant quand même. Philippe Spanghero. Est-ce qu'on peut avoir une question pour Quentin ? Est-ce que Le Garec joue ce week-end ou pas ? Le Garec fait partie de la liste des joueurs protégés, tout comme Maxime Lucu. D'accord. Donc il jouera pas ce week-end. Ok. Voilà, c'était intéressant, c'est un éclairage, mais on va quand même poser la question à Philippe. Des changements ou pas face à l'Italie ? Alors moi j'avais dit déjà avant ce match contre l'Écosse que je trouvais cohérent de faire rejouer Julien Marchand, qu'on manquait de leadership, qu'il avait cette capacité au grattage qui nous manquait un peu pour cette guerre des rucks qu'on a trop perdu encore depuis le début du tournoi, même contre l'Écosse. J'aurais fait rentrer Nolan Le Garec parce que tout le monde parle de cette complémentarité pour laisser du temps de jeu à cette charnière bordelaise. Mais aujourd'hui, sur les 2 premiers matchs du tournoi, les automatismes de cette charnière, je les vois pas. Donc ça a du sens si en effet ils s'entendent parfaitement sur le terrain et que ça amène une plus-value à l'équipe de France. Mais sur ces 2 premiers matchs, j'ai pas du tout vu cette complémentarité. Et donc je pense que Le Garec a fait 2 rentrées qui méritent de l'essayer sur un match complet. Là va se poser la question aussi du remplacement de Greg Aldrit parce que ce serait intéressant de voir qui va prendre sa place et le capitana qui va revenir a priori à Charles Olivon. Il est forfait. Et puis ils annonçaient que très certainement il était forfait, c'est ce que j'ai lu dans la presse parce qu'il a quand même une profonde entraille, donc c'est ce que j'ai lu. T'es pas dans la c'est ce que j'ai lu, mais en tous les cas, voilà ce que je ferais comme changement. Et après, on peut pas blâmer Movaca pour la mauvaise conquête en première période, mais c'est un tout qui me fait dire que il faudrait retrouver Julien Marchand au talonnage. Rodolphe, pour terminer ce tour de table, quel changement vous feriez vous face à l'Italie ? Alors déjà, je partage assez le fait que Nolan Le Garec, vu ses dernières entrées, vu la fraîcheur qu'il a apportée aujourd'hui, il pourrait mériter quand même d'être lancé, on va dire, dans le 15 de départ. Même s'il faut pas tout changer, je suis d'accord avec Johnny. Il y a pour moi un poste ou 2 postes où aujourd'hui, clairement, on voit des joueurs qui manquent un peu de fraîcheur. Et par exemple, un joueur comme Yoram Moefana mériterait, pourquoi pas, de jouer au poste auquel il est aligné avec l'Union Bordeaux-Bègles et auquel il performe plutôt bien, face à un Jonathan Danty qui, je trouve, manque peut-être un peu de fraîcheur et d'impact sur les 2 premiers matchs auxquels il a participé, là où Ficou nous a un peu rassuré ce week-end en Écosse. Analyse de Johan Oui, mais moi je trouve l'équipe, la balance est bien. Nolan Le Garec qui rentre avec toute sa fraîcheur et son insouciance. Est-ce qu'il est capable de tenir un match de 80 minutes sur un match international ?
Aujourd'hui, je sais pas. Est-ce que ce serait pas le brûler les ailes un peu? Il est bien dans ce rôle d'impact player, de finisher. Et je pense qu'il faut le laisser comme ça. Aujourd'hui, ils ont l'habitude de travailler comme Mathieu Jalibert quand il rentrait à la 60e, où on le mettait en concurrence avec Romain Tamac. Et aujourd'hui, voilà, Mathieu était peut-être bien dans ce rôle-là pour finir les matchs. Et il faut des joueurs qui contrôlent et qui conduisent le camion, et d'autres qui sont là pour finir avec toute leur fraîcheur. Voilà, ça sera le mot de la fin sur ce sujet. On va parler du ping-pong rugby. Johnny, t'en as parlé, voilà, et notamment de la loi Dupont, dont on entend parler. Vous voyez, le ping-pong rugby, on l'a essayé de l'illustrer, point de vue sonore avec Quentin. La loi Dupont. Voilà. Juste, Johnny, petite question indiscrète. Tu es le fils d'un grand international écossais. Est-ce que il y aura un futur BT 3e ligne du 15 d'Écosse ou pas? Lui, il est plutôt pour l'équipe de France. Hein. C'est ça qui est choquant. Et, il connaît le rugby déjà, ça va. Ouais, il a raison en plus. Donc on y allait regarder le match de prépa Écosse-France à Édimbourg, où l'Écosse a gagné ce jour. Et le petit de 7 ans et demi, il a pleuré pendant 40 minutes suite à ce match. Donc lui, il a choisi déjà l'équipe de France. Il joue sur la même école de rugby comme Alexandre Rouma, Capotan Osogor. Exactement. Donc il y en a 2 qui vont participer là-bas, et on verra l'Écosse ou la France un jour peut-être. Et bon, on l'espère en tout cas, et bon, on salue la belle école de rugby de Cabreton-Haut-Segor. On a vu ses installations tout au long de la préparation du 15 de France. Voilà une belle région qui aime le ballon ovale. Merci Johnny d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On se retrouve bientôt pour parler rugby. On se retrouve aussi donc pour parler de ping-pong rugby. Est-ce que c'est la plaie du rugby actuel? Vous nous appelez au 0826 300 300. Et puis, je vous rappelle, le 8e appel gagnera aussi le bouquin, le pack Gueule du rugby, 4 tomes, valeur 280 €. Voilà, ce sont des livres, ce sont des beaux livres, comme on appelle, et ils valent vraiment le coup. Décrochez votre téléphone, à tout de suite. Avec vous, les passionnés de rugby sur Sud Radio, au cœur de la mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr, et puis vous qui nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on parle du ping-pong rugby. Est-ce que c'est la plaie du rugby actuel? Ça, on va en discuter, bien sûr. Mais avant cela, Quentin, tu me confirmes, on a le gagnant du jeu, le 8e appel, c'est Serge Dustaritz. Exactement. Dustaritz, au Pays Basque. Bonsoir Serge. Oui, bonjour François. Anguille et Tori. Voilà, c'est... Berdine, oui, Bon, le gueule du rugby. La Huge parle en basque, toi aussi un peu, t'as plein de résidence là-bas. Laisse-le savourer son cadeau, je dirais un mot à la fin. Il a des restes de Bayonne, monsieur Huguet, je pense. Un petit peu. Et quand on est à Ustaritz, Serge, on est plutôt Bayonne ou plutôt Biarritz? Bayonne. Oh non, Bayonne, plutôt Bayonne. Ah oui. Ah, d'accord. Moi je pose des questions, voilà, des questions chocs, on parle vrai sur Sud Radio. Ce 15 de France, Serge, vous en avez pensé quoi? C'est mitigé, très mitigé, ouais. Ouais, j'ai trouvé une prestation un peu brouillonne. Par contre, j'ai quand même aimé l'état d'esprit des joueurs, voilà. Ils ont été solidaires. Exactement, ils ont été solidaires, ils ont relâché. Bon, voilà, après, ça se joue. Ce dernier essai, franchement, c'est pile ou face. Forcément, il fallait bien un vainqueur, et voilà, ça s'est tourné autour. C'est tourné sur l'équipe de France. Voilà. Bon, vous, le rugby, quand on est au Pays Basque, on aime le rugby quand même où ça joue un petit peu. Ça joue pas assez là en ce moment en équipe de France là. L'hiver au Pays Basque, ça joue pas beaucoup. Hein. Ce week-end, quand même, il y avait 2 titulaires du 15 de départ formés à Sempé-sur-Nivelle, quand même. Bah oui, c'est quand même incroyable. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin quand même, Serge, là, cette équipe qui quand même mettait 5-6 essais aux Écossais il y a pas très longtemps. Oui, je sais, mais le problème c'est qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut, Monsieur Dupont, et il manque Monsieur Dupont. Oui. Et voilà. Bon, Serge, vous avez gagné, on le rappelle, vous avez gagné quand même le pack Gueule du rugby, c'est-à-dire 4 tomes de beaux livres. Il y en a pour 280 € et 16 kilos, 2023 portraits. Hein. Donc vous avez de quoi quand même passer un petit peu de temps à regarder ce beau livre signé Jean-Pierre Pagès, voilà, qui est un véritable ouvrage patrimonial du rugby. Merci en tout cas, Serge, de nous avoir appelé et vous êtes bien sûr le bienvenu au 0826 300 300. Le ping-pong rugby, ça vous plaît ou pas, le ping-pong rugby?
Ça me dit rien, non. Eh ben, c'est la question qu'on va poser à Johan. Tiens, pourquoi on voit autant de ping-pong rugby? Je dois répondre maintenant? Oui. Non, pourquoi on voit autant de ping-pong rugby? C'est pas, d'un côté, il y a une équipe qui veut garder le score. D'un autre, elle veut pas se découvrir, si on compare à ce week-end. Et malheureusement, je pense que quand on est à domicile, il faut prendre un peu plus de risques et c'est ce qu'ont pas fait les Écossais. Donc c'est pour ça que ça a rien à voir avec ce ping-pong rugby, même si ça fait partie du jeu et de plus en plus. Ceux qui en souffrent le plus, c'est les avants. Ils sont sur cette partie des 40-40, ils peuvent pas trop reculer, pas trop avancer. Et c'est pas plaisant à voir parce qu'on aime voir jouer, soit il faut sortir le ballon. Mais on attend de provoquer la faute de l'adversaire, c'est un peu ça le. Ouais, voilà. Provoquer la faute ou un coup de pied dévissé ou mal dégagé. Mais en tout cas, les Français, quand ils ont pu, ils ont essayé de jouer par l'intermédiaire de Thomas Ramos qui a essayé de relancer une à deux fois. Il perce durant la première période. Mais je trouve que on rentre un peu dans la mort du rugby. C'est dommage, mais c'est la vérité. Oui, d'autant que on va écouter ce qui s'est passé. C'était aux alentours de la 64e minute. Et cette fois-ci, c'est Thomas Ramos qui encore une fois va taper au pied, mais Financial est bien là. Une feinte, il dégage. Là, on leur a rendu le ballon. Maintenant, Russell tape loin, Thomas Ramos tape loin. Et les collègues, vous pouvez rester là avec nous, mais ils vont encore taper loin. Et tout le monde va siffler. Jeu de ping-pong, alors évidemment, ça commence à siffler dans Murrayfield. Alors tout le monde est arrêté, l'image est incroyable. Tous les avants sont arrêtés. Ouais, pour pas être dans le périmètre des 10 mètres, il est arrêté, les Français n'ont pas monté. Et à la sortie, allez, c'est parti, récupération pour les Français, relance. Non. Voilà, le ping-pong rugby, le tue-l'amour un peu du rugby, on pourrait l'appeler comme ça. Tiens, Nicolas a réagi au 0826 300 300, il nous appelle de La Seyne-sur-Mer. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. Ouais, le ping-pong rugby, ça vous inspire vous ? Je pense que c'est comme il a dit Daniel quand il commentait le match, c'est ennuyeux quoi. C'est très très ennuyeux parce que finalement c'est des phases arrêtées et on voit pas de relance, on voit rien du tout. Alors mais par contre est-ce qu'on pourrait limiter, c'est ça le problème parce que effectivement, c'est sûr que c'est ennuyeux à regarder et en plus ça se multiplie mais est-ce qu'à l'image, par exemple, ce qu'on a fait pour les mêlées à 5 mètres et le renvoi sur la ligne d'en but, est-ce qu'on pourrait faire une règle un peu comme ça? Moi, je suis pas spécialement sûr, mais c'est vrai qu'il faudrait trouver quelque chose pour limiter, quoi. Alors, est-ce que, par exemple, limiter un nombre de coups de pied ou permettre, par exemple, à un joueur de pouvoir vraiment aller sur le joueur qui taperait, qu'il soit plus hors jeu, enfin en gros d'une certaine manière, qu'il soit plus dans la zone. Voilà. Ok. Johan, tiens, juste peut-être une petite stat avec Quentin parce que bon, il n'y a pas eu, on n'a pas la stat du ping-pong, mais on a la stat des coups de pied. Les coups de pied, il y a eu 80 minutes de jeu donc dans ce match pour 84 coups de pied dans la rencontre, 44 coups de pied pour les Écossais, 40 pour la France, 1575 mètres pour les coups de pied écossais et 1372 mètres pour les coups de pied français. Mais il faut pas être surpris. On a une équipe de France qui joue pas des 40 au 40. C'est le deuxième plus gros total de l'équipe de France de l'histoire après la victoire en Irlande en 2021. Ils sont dans leur plan de jeu depuis 4 ans. Je suis pas surpris qu'un match à l'extérieur, ils sont pas en confiance, ils ont perdu contre l'Irlande. C'est pas eux à faire le jeu. Ils sont à l'extérieur, ils sont avec une grosse défense et ils doivent gagner ce match, point barre. Ouais, Philippe Spanghero, doit-on légiférer? C'est un peu ce que nous propose Nicolas. Doit-on légiférer pour ne plus voir ces séquences indigestes où les fonds de terrain se renvoient le ballon en attendant la faute de l'autre? On l'avait vu en demi-finale, je sais pas si vous vous souvenez du top 14 à Saint-Sébastien entre l'UBB et La Rochelle. Il y avait eu un gros échange entre Jalibert et Dulin qui avait été très long. Et c'est vrai que ça frise un peu l'anti-jeu, entre guillemets, par rapport à l'esprit du rugby, Philippe. Et je pense que les instances ont un vrai sujet, c'est de continuer à développer l'entertainment, le spectacle. On a développé beaucoup le temps de jeu effectif et ce sujet des jeux au pied est pour moi un des sujets à régler prioritaire avec le sujet des commotions pour continuer à être attractif. Après, ce qui est surprenant, je vous ai envoyé une étude là sur notre groupe, c'est que dans l'inconscient collectif, on a l'impression qu'on joue beaucoup plus au pied aujourd'hui qu'à l'époque. Et en fait, quand on regarde les statistiques, la première Coupe du Monde en 87, il y avait 30
30% de jeux au pied en moyenne par match de plus que lors de la dernière Coupe du Monde là, en 2023. Et un des plus grands matchs de l'histoire, enfin reconnu comme tel dans les années 80, Barbarians britannique contre les All Blacks, dans les années 70, 106 jeux au pied, pour un temps de jeu effectif 2 fois moins important. Donc on focalise bien sûr là-dessus. Là ce week-end c'était un peu gros, mais je crois que le jeu de rugby aujourd'hui, avec cette nécessité de dépossession, puisqu'on se focalise sur des grosses défenses et la guerre des rucks, va forcément induire un nombre de jeux au pied qui restera important. Moi, si je peux intervenir 2 secondes, François, ce ping-pong, il est pas dérangeant parce que ça fait partie du jeu et je pense que c'est à l'équipe qui est à domicile, qui doit enclencher quelque chose. C'est pas l'équipe adverse ou quand on est mené au score, il faut réagir. Ce qui me dérange aussi, c'est Moll dans les 22 qui prennent un temps énorme. Alors c'est pas le sujet, on fera ça lundi prochain si vous voulez, mais on fait venir un mec, puis un deuxième, puis un troisième, les petits trains, les sorties de temps. Ça c'est dérangeant. C'est vrai. Nicolas, pour vous le mot de la fin, Nicolas de la Seine-sur-Mer, notre auditeur qui nous a appelé au 0826 300 300. Voilà, on doit légiférer, on doit changer la mentalité parce que on sent quand même que plus l'enjeu monte, plus les joueurs aussi sont techniquement très forts, ils sont capables de mettre le ballon où ils veulent. Donc voilà, c'est pas évident. On sent le législateur un peu frileux et les joueurs de plus en plus forts. Ça vous donne toujours envie de regarder du rugby quand même, Nicolas? Ah oui, bien évidemment, mais je pense qu'il faut changer les mentalités et si on n'y arrive pas, il faudra légiférer, parce que justement, on va finir par voir que des coups de pied et plus des relanceurs comme il y en a encore aujourd'hui, quoi. Donc ça serait déjà changer les mentalités et puis si ça ne marche pas, il faudra légiférer parce qu'effectivement on veut des temps de jeu et pas des temps arrêtés, quoi. Eh bien voilà, c'est une très bonne conclusion, Nicolas. On vous remercie de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous êtes toujours les bienvenus, les auditeurs Sud Radio, fans de rugby. On remercie Aude au standard. On vous remercie de nous avoir écoutés. Bien sûr, toute l'équipe, bien sûr. À suivre, les clés d'une vie. On se retrouve vendredi pour la Pro D2, bien sûr, pour le long week-end rugby. Lundi soir aussi pour Au cœur de la mêlée, votre rendez-vous de 20h. Et puis tout de suite, les clés d'une vie. Jacques Pessis, Nicole Croisy est avec lui.